Souvenez-vous, on avait dit que les valeurs sont exécutées qu'une fois seulement lors de la subscription d'un observeur et que chaque observeur déclenche un pipeline totalement isolé des autres observeurs. Maintenant que l'on a passé en revue l'ensemble des principales catégories d'opérateurs, on va pouvoir introduire toutes les catégories d'observable. On rentre dans des concepts beaucoup plus poussés et on commence par celui-ci, le cold versus hot observable. Et oui, en fait, on retrouve naturellement des hot streams, pour dire vrai, hormis le call Ajax, tous les autres types natifs de gestion d'opérations asynchrones sont hot. En effet, la température par défaut d'un observable est intrinsèquement liée au type qu'il tente de wrapper. Donc, un événement du DOM est hot par définition. Un click, un mouse over. Donc ici, pour être plus raccord avec l'idée que l'on souhaite étudier, je parlerai d'événements contenus dans les observables plutôt que de valeurs. Vous avez déjà probablement remarqué ce twist lors de précédentes vidéos, si vous me suivez. Mais que l'on soit raccord, cela désigne exactement la même chose, si ce n'est qu'un event nous plonge plus naturellement dans un état d'esprit avec des valeurs de type asynchrone. Reprenons ce qu'est pour nous un stream, à savoir un cold stream. Car c'est le seul qu'on connaît jusqu'ici. Un cold stream est déclaré indépendamment de son exécution suivant le principe de laziness, de la programmation fonctionnelle. De leur création à l'exécution. Être froid signifie que chaque nouvelle souscription crée un nouveau stream indépendant avec son propre starting point. L'analogie de la classe et de l'instance fonctionne très bien ici. À savoir, vous créez une recette qui sera exécutée. De plus, cette recette sera exécutée de haut en bas, avec des étapes obligatoires introduites par notre pipeline. Donc ça, c'est juste pour rappel. Le cold observable est pour nous l'approche la plus pure. Il faut donc autant que faire se peut opter pour ce type de stream. En effet, avec les cold observable, toute subscription d'un observeur, peu importe à quel moment il se produit, on a une garantie de réceptionner les mêmes résultats au sein de nos observeurs, en rejouant une même séquence. Enfin, à ceci près si on n'introduit aucun sign effect naturellement. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tandis que de l'autre côté, les hot observable vont vivre et transmettre aux observeurs seulement les événements émis après souscription de ces derniers. D'une certaine façon, il va respecter le concept de laziness et transmettre uniquement la séquence d'events qui a lieu à partir de l'instant de la souscription et non depuis le début. En d'autres termes, un hot observable ne va pas s'amuser à rejouer ou reconstituer tous les événements déjà émis depuis la souscription, mais seulement pusher ceux qui se produisent après sur ce même canal. Les hot observables peuvent être vus comme des observables qui produisent les événements indépendamment de la présence ou non d'observeurs. C'est le principe de la politique de you snooze, you lose. Donc en French, vous piquez un somme, vous ratez ce qui se produit. En somme, vous ne pouvez rejouer le contenu d'un hot observable en resouscrivant à ce dernier. Vous sentez qu'intuitivement, l'utilisation de code observable est totalement stateless, donc plus proche de la programmation fonctionnelle, plus robuste, plus error-proof. Pour les puristes de la programmation fonctionnelle, et je sais qu'il y en a maintenant parmi vous, un hot observable ne peut apparaître pur. En effet, la dépendance au temps crée un random, non déterministe. Ce n'est donc pas purement pur. Cependant, une fois à l'intérieur de nos hot observables, nous pouvons considérer d'un point de vue RxJS que tout type d'observable conserve leur pureté. En effet, pour le même événement produit ou reproduit, on obtient la même sortie. Donc maintenant, on peut clarifier via une dernière analogie, celle de la télé et des vidéos YouTube, où le fait de regarder équivaut à un subscribe, donc à une subscription. Un cold observable est une vidéo que chaque personne ou observeur va pouvoir regarder indépendamment. Tandis qu'un hot observable, il est l'équivalent d'une chaîne de télévision, d'un réseau broadcasté à de multiples téléspectateurs. Donc si vous arrivez en retard, c'est raté. À moins d'être équipé d'une box qui fait du contrôle du direct en enregistrant tout ce qui a été vu jusqu'ici en local. Et ceci est rendu possible grâce au subject que nous étudierons, qui est vraiment l'implémentation de cette partie théorique. Et souvenez-vous, au tout début, j'ai parlé de 3 catégories. En effet, depuis tout à l'heure, on a mentionné que les hot et cold observable, mais il y a une catégorie intermédiaire qu'on appelle les warm observable. Mais avant de nous intéresser à cela, première chose à retenir, c'est que l'on peut refroidir et réchauffer des observables à souhait. Donc faisons un point sur la subtile différence entre un subscribe et un replay. Jusqu'ici, on a bien étudié l'action de souscription. Néanmoins, il faut savoir qu'il existe aussi des actions de replay, notamment communément utilisées pour des stratégies de back-off que nous aborderons lors d'un futur chapitre portant sur la gestion d'erreurs. Le replay consiste à rejouer une séquence.
On l'a dit précédemment, la température dépend de la nature du type de données rexifié, mais aussi de comment celui-ci est rexifié. Nous allons le voir juste après avec le contrôle de température. Ainsi, souvenez-vous, lors de notre toute première vidéo portant sur le concept même de différence avec les promises, on avait défini ces dernières comme une valeur cachée, différée, unique et immutable. Unique et immutable fait de la promesse un objet hot par nature. Ainsi, intéressons-nous aux répercussions sous-jacentes, lorsque l'on traite avec ce type de stream. Et oui, cela apporte un lot de problèmes couramment rencontrés, mais qui peut être difficile à appréhender au tout début. Dans cet exemple, on s'abonne ou souscrit 2 fois sur un call Ajax promessifié, car on passe par la Fetch API, donc l'API du W3C, pour effectuer des calls Ajax. Cependant, comme vous pouvez le noter à l'aide du Chrome DevTools, qu'une seule requête Ajax est partie auprès du web service. Cela signifie qu'après l'exécution de la première promise, cette dernière, donc la promise, retourne toujours la même valeur. C'est principalement dû au fait que la promise est une valeur unique et immutable. Donc le premier résultat sera de nouveau donné en sortie sans recalcul du pipeline. Dans le cas où on n'a aucun SSE, donc Server Side Event ou WebSocket en place. Donc la solution à ce problème consiste à entourer le fetch dans un observable, un high order observable, comme étudié dans la précédente vidéo portant sur les opérateurs de transformation. Donc ici, on va refroidir le comportement de la promise en forçant la création d'une nouvelle instance de promise à l'aide du merge map opérateur. La resouscription construit un nouveau pipeline, et donc a fortiori un nouvel observable. Donc c'est un point important, en effet, on peut rester bloqué un moment face à ce genre d'issue. Donc ne vous inquiétez pas, ici c'était juste une mise en bouche, maintenant on va détailler le processus de refroidissement et de réchauffement plus concrètement. Pour faire le point, on sait que la source de données impacte directement le type d'observable par design. La bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas pour autant bloqué, car contrairement au réchauffement climatique, nous on a le moyen de forcer le changement de température. En effet, cela consiste juste à embarquer ou non un type asynchrone dans notre observable. Donc comme le dit Ben Lesh, le tech leader de la bibliothèque RxJS, un cold observable c'est lorsque notre observable crée le producteur, tandis qu'un hot observable c'est lorsque l'observable entoure ou enferme le producteur. Donc essayons cela concrètement, vous verrez qu'après cette définition deviendra limpide. Donc commençons par refroidir la température. Oui, je suis comme ça, j'aime casser l'ambiance. Gardons l'idée des promises et refroidissons-la. Pour cela, créons notre propre observable qui va instancier une promise à l'intérieur. Ainsi, on aura une promise avec un comportement cold. Donc rien de plus simple, pour cela il suffit de s'assurer d'instancier une promise à chaque subscription. Ici, dans l'exemple, je crée mon observable à l'aide de la méthode create, comme vu dans le tutoriel portant sur le creator operator. Dedans, j'instancie une promise qui retourne une date, donc un effet de bord, ceci afin de s'assurer que l'on obtient bien des valeurs différentes à chaque souscription. On est d'accord les amis, c'est un effet de bord que j'introduis dans le pipeline, donc c'est purement à visée pédagogique, il ne faut en aucun cas le faire, ou l'éviter autant que faire se peut. Et donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à souscrire 2 fois à un intervalle de temps différent, d'au moins 1 seconde, et on observe bien que 2 dates différentes à 1 seconde près, on a donc bien 2 promises différentes, donc on a bien un stream qui est devenu froid, qui va donc fournir une promise différente à chaque observeur. Donc 2 pipelines différents, donc 2 streams froids. Pour en revenir sur la définition de Ben Lesh, ici le producteur est créé à l'intérieur du stream. C'est pour ça qu'il est froid, in fine. Et maintenant, chauffons un peu tout cela. Pour réchauffer, comme on a instancié à l'intérieur même d'un contexte observable, la solution consiste simplement à appeler un observable opérateur qui va réaliser cette tâche. Dans cet exemple, nous utilisons le share observable operator. Alors, il y aura d'autres opérateurs avec des différences subtiles que nous aborderons lors de la prochaine vidéo, une fois qu'on aura fait cette partie théorique. Donc pour l'heure, remarquez la différence introduite par le nouvel observable operator. Ici, nous avons découplé la souscription de l'activation de la source d'événement. Bien entendu, essayer de chauffer un observable contenant des données synchrones n'a aucun intérêt. Même si vous pensez le faire pour des gains de performance, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. En gros, la souscription auprès d'une source synchrone comme un tableau, un array, finira par être exécutée et complétée avant même que la seconde souscription d'observeur ait été atteinte par l'interpréteur. Ce n'est donc techniquement pas possible, ou plutôt inutile, de réchauffer des données synchrones. Donc on l'a vu, le share operator peut être placé n'importe quel endroit de notre chaîne de pipeline, ainsi les résultats deviendront communs. Mais c'est pas fini. À vrai dire, le share ne fournit pas un réel hot observable, mais plutôt un warm observable. Donc c'est cette catégorie intermédiaire dont je vous ai un peu teasé précédemment. Encore une nouvelle catégorie, plus ou moins. Il n'introduit pas de nouveaux concepts, juste combine le meilleur des deux mondes.
La différence est subtile et se base sur les stratégies de quand l'observable devra commencer à produire, mais aussi s'arrêter de le faire. Ainsi, le warm observable commencera à émettre seulement après qu'il y ait au moins une première subscription. Donc cette caractéristique est partagée avec un cold observable, mais ensuite le warm va partager toutes les données de ce pipeline auprès de tous les observeurs. Donc ça c'est la caractéristique qu'il a en commun avec les hot observables. Donc il arrêtera totalement la production de valeur en se basant sur une stratégie de ref counting, comme le garbage collector de JavaScript. Donc cette fois-ci, en se basant pas sur la référence, mais cette fois-ci sur le nombre de souscriptions d'observeurs. Donc on en avait brièvement parlé du ref counting dans la deuxième vidéo, le lien est en description. Le share produit donc un warm. On verra d'autres opérateurs de réchauffement de stream qui produiront des warm ou des hot dans la prochaine vidéo. Donc il portera sur les opérateurs de multicasting. Ici c'est juste histoire d'introduire le concept et la théorie. Cette vidéo est certainement l'une, si ce n'est la plus difficile vidéo à comprendre. Et c'est pourquoi je vous ai volontairement caché tout ce concept de hot observable, car de toute façon prenez l'habitude en tant que débutant autant que faire se peut d'évoluer dans un contexte cold, et donc intrinsèquement pur. Donc on peut continuer à détailler et jouer au jeu de cette différence, donc illustrons concrètement le nombre de pipelines instanciés selon le type de stream rencontré. S'il y a 0 souscription, seul dans le cas du hot observable les valeurs seront émises pour cause c'est externe à la notion d'observable. L'instance de la WebSocket, par exemple, qui est très représentative du problème, continuera de tourner et envoyer des événements. Le DOM event aussi continuera sa vie. Donc, par contre, en cas de une seule souscription, naturellement, il y a un seul pipeline et ce pour toutes les catégories. Et en cas de X souscription, donc le cold créera un contexte de pipeline pour chaque observeur, tandis que le warm et le hot auront un seul pipeline partagé. On remarque bien, le warm, c'est vraiment l'entre-deux-mondes. Donc on en a fini, voilà, j'ai fait en sorte de répéter un peu tous les concepts. Prenez le temps de revisionner la vidéo, c'est que de la théorie pure, on est d'accord. Elle peut être vraiment difficile à comprendre de prime abord. Mais grâce à ça, on est maintenant prêt à étudier tous les opérateurs de multicasting qui convertissent un cold observable en warm ou hot observable. De deux choses l'une. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez visionné l'ensemble des vidéos, donc laissez-moi en premier lieu vous féliciter, juste pour que je puisse avoir un aperçu, si vous pouvez poster un commentaire sur YouTube avec, je sais pas, genre un hashtag RxJS dans votre message, juste histoire que j'évalue le nombre de personnes qui ont vraiment suivi toute la formation, ou du moins toute cette vidéo. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté, donc à bientôt pour la suite de la formation. On touche vraiment au bout tout ce que bon développeur front-end doit connaître sur de la programmation réactive fonctionnelle. Donc ensuite ça nous permettra vraiment d'ouvrir sur d'autres formations tout aussi cool, et peut-être même beaucoup plus pragmatiques et utilisables dans la vie de tous les jours. Je pense notamment à du Redux, NGRX, etc. Donc bon, enfin plein de concepts qui pourront arriver après, ou de la programmation fonctionnelle un peu plus approfondie aussi. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas donc à commenter, éventuellement poser des questions et à vous abonner. Je vous dis donc à bientôt. Peace.